Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Sonia Baquès, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté et présidente de la Province Sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation alors que vous venez de rentrer de Paris et que vous vous préparez à y repartir. L'actualité politique est dense avec le calendrier de discussion annoncé par la Première ministre et le ministre de l'Intérieur. Des bilatérales le 17 octobre, puis le 27 octobre, puis une convention des partenaires le lendemain. Nous allons vous demander votre position sur ces enjeux politiques, mais auparavant tout de suite une information qui concerne Prony Resources. Vous avez dû prendre des dispositions ce matin comme présidente de la province. Oui, effectivement, ça fait quelques semaines que on a des difficultés sur KO2, donc le barrage de l'usine du Sud, avec un niveau d'eau dans le barrage qui est trop important, et puis des infiltrations. Donc ça fait plusieurs semaines qu'on travaille avec Prony Ressources sur ces difficultés. Aujourd'hui, j'ai pris un arrêté de mise en demeure de l'industriel de régler ces problématiques dans les 15 prochains jours, sous réserve de suspension de l'activité de l'usine, parce qu'on a aujourd'hui un niveau dans le barrage qui est 3 fois supérieur au niveau optimal, et qu'on doit avoir des dispositions qui doivent être prises rapidement en termes de vidange. Quelles sont les conséquences de cette mise en demeure? Quelles sont les dispositions que doit prendre l'industriel? L'industriel doit prendre 3 dispositions. La première, c'est de mettre en place en fait la vidange de la partie surnageante du barrage, sans rentrer dans des problématiques techniques. Donc, doit accélérer en fait le débit de vidange pour retrouver un niveau acceptable du barrage, et d'autre part trouver les solutions pour limiter les infiltrations qui peut y avoir dans le barrage. Il y a des inquiétudes sérieuses à avoir. On sait que les associations environnementales en général sont vent debout sur ce barrage et les risques qu'il peut entraîner. Vous avez des inquiétudes aujourd'hui Écoutez, si je prends des mesures de précaution? Si je prends ces mesures, c'est avant tout par le principe de précaution, mais ce sont des mesures qui sont quand même assez dures et assez coercitives, puisqu'on donne 15 jours à l'industriel. Il n'y a pas d'inquiétude, à l'heure où on parle, il n'y a pas d'inquiétude ni pour l'environnement, ni pour les populations, ni pour la stabilité du barrage. Mais ces mesures sont indispensables pour justement éviter un quelconque risque. Ce qu'il faut maintenant, c'est que Lucie 2 soit réalisée le plus vite possible pour éviter justement, pour pouvoir répondre à cette problématique du barrage KO2. Oui, très clairement, si dans 15 jours, les dispositions ne sont pas prises et qu'on est encore dans la situation d'aujourd'hui, on pourrait être contraint de suspendre l'activité de l'usine du Sud, ce qui aurait des conséquences graves, évidemment, mais la province Sud ne prendra aucun risque, ni en matière environnementale, ni en matière de sécurité des populations, et donc accompagnera l'industriel à ce qu'elle prenne les mesures nécessaires. La province qui est très impliquée dans le dossier de l'usine du Sud, on se rappelle de l'accord pour la reprise de l'usine. Vous êtes présent également dans son capital, vous intervenez au niveau de l'environnement. Dans tout ça, il n'y a pas un risque de conflit d'intérêts ou en tout cas de mélange des genres? Non, parce que très clairement, je l'ai dit d'ailleurs ce matin à la PDG de Prony Ressources, pour ce qui concerne la compétence de la province en matière de protection de l'environnement, il n'y a pas d'ambiguïté. Je prends les mesures qui sont nécessaires pour la sécurité de l'environnement et des populations, quitte à ce que ces mesures ne soient pas favorables à l'actionnaire, aux actionnaires de l'usine du Sud. Donc il y a clairement une disposition ferme et rigoureuse de ce qu'on appelle le régulateur, le rôle de la province en termes de dispositions en matière d'environnement. Et donc, il n'y a pas du tout de mélange de genre. Je ne parle pas avec Prony Ressources en tant qu'actionnaire, mais bien en tant que régulateur. Alors, pour en venir à l'actualité politique et institutionnelle, on l'a appris hier, il n'y aura pas de délégation FLNKS à Paris les 27 et les 28 octobre. Quelle est votre réaction? Ça vous a surpris ou vous attendiez à cette attitude un peu ambiguë de la part des indépendantistes? Alors d'abord, faut que les gens comprennent bien, il n'y a pas d'élus FLNKS, il n'y a pas une délégation unique du FLNKS. Il y aura, si j'ai bien compris, les partis à titre individuel, les partis qui composent le FLNKS, qui seront présents, ou certains pas présents, autour de la table. Donc je crois comprendre que on a 2 ou 3 partis qui seront présents. Donc autour de la table, il y aura aussi sans doute des responsables institutionnels qui
bien que leur parti ne participe pas, pourraient être présents autour de la table. Donc au final, moi je considère toujours que les divergences au sein du camp indépendantiste sont pas bonnes pour la Calédonie, parce que ça génère des surenchères de part et d'autre, et que c'est jamais bon, et que même si parfois certains Calédoniens dans le camp loyaliste se satisfont des disputes internes au camp indépendantiste, elles sont jamais bonnes, ces disputes, parce que évidemment après c'est à celui qui sera le plus indépendantiste d'entre tous quand il y a des conflits de pouvoir. Donc c'est jamais une bonne chose pour nous. Par contre, je crois profondément que ces discussions, à la fin, elles vont devoir se faire avec tout le monde. On ne construira pas l'avenir de la Nouvelle-Calédonie sans un camp ou sans l'autre, ou sans une partie d'un camp ou sans l'autre. Donc à un moment donné, il faudra qu'il y ait toujours tout le monde autour de la table. Mais on ne peut pas céder systématiquement. Je veux dire, les indépendantistes ont mis des conditions simples. Ils voulaient des bilatérales avant de retrouver tout le monde autour de la table. Ils ont eu non seulement des bilatérales à Nouméa avec Jean-François Carenco, qui est venu exprès pour tenir ces bilatérales, et en plus, l'État leur propose des bilatérales supplémentaires à Paris avec Gérald Darmanin le 27 octobre. Donc je pense que le prérequis qui était posé par les indépendantistes est assumé, fait par l'État. Donc maintenant, je ne sais pas très bien ce qu'ils demandent en plus, c'est pas très clair, mais maintenant, excusez-moi, mais ça suffit, il faut qu'on se mette autour de la table, qu'on discute, parce que les Calédoniens en ont assez et qu'ils ont envie d'avoir des perspectives. Oui, mais Jean-François Carenco lui avait déclaré que tout le monde était prêt, était d'accord pour aller à Paris. Il s'est passé quoi? Il y a eu un malentendu à ce moment-là? Le ministre n'a pas entendu la même Non, chose? je crois que les engagements qui ont été pris auprès de Jean-François Carenco ont été réellement pris. Après, on est dans une situation qui est toujours compliquée à l'approche du congrès de l'UC. Le congrès de l'UC qui, je crois, a lieu le 12 novembre. Vous savez que l'UC renouvelle son bureau chaque année. Donc, chaque année, on est dans des difficultés internes de pouvoir, qui sera président, qui sera dans le bureau, etc. Et donc, à ce moment-là, il y a des postures qui sont évidemment pas les mêmes le lendemain du congrès. Donc, on est surtout, à mon avis, dans cette problématique-là. Et honnêtement, j'appelle mes partenaires indépendantistes, et en particulier ceux de l'UC, à mettre de côté leur querelle interne pour s'occuper tous ensemble de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je pense que pour en discuter avec un certain nombre d'entre eux, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est capable de se mettre d'accord en termes de projets de développement, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, les Calédoniens ont décidé 3 fois de rester français. Donc la question, elle est plus celle-là aujourd'hui. Elle est quelle Calédonie on construit pour avoir enfin de la visibilité. Mais on entend quand même les indépendantistes parler, enfin ils veulent des bilatérales pour parler uniquement des compétences régaliennes. On les a entendus à Washington et à New York où ils se sont exprimés de façon fort peu collégiale. Le dialogue est encore possible avec eux pour l'instant, ou est-ce qu'il faudra vraiment passer une étape supérieure pour arriver à discuter de l'avenir avec les indépendantistes? Non, le dialogue est toujours possible. Encore une fois, on ne construira pas les uns sans les autres. Donc, le dialogue est toujours possible. On l'a fait à des moments extrêmement durs. Ça a été fait par Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur en 88. Ça a été fait pour l'accord de Nouméa en 98. De manière moins politique, mais plus concrète. On l'a fait sur l'usine du Sud, alors qu'on était quand même en train de se taper dessus il y a quelques mois. Bon, on est capable de trouver des solutions. Je pense qu'il faut que chacun sorte des postures et qu'on arrive à se mettre autour de la table pour parler de l'essentiel. Et je pense réellement qu'il y a, du côté indépendantiste comme du côté loyaliste, des gens qui veulent avancer. Justement, côté loyaliste, au sens large, hein, les partisans du maintien dans la France, vous en êtes où? Il y a des bilatérales, donc le 27 octobre. Vous allez y aller tous ensemble? Ça va être une délégation de tous vos partis? Comment ça va se passer? Alors, si j'ai bien compris, la volonté effectivement de l'État, c'est d'avoir une délégation de tous les partis indépendantistes d'une part, et d'autre part une délégation de tous les partis non indépendantistes d'autre part. Donc, si j'ai bien compris, à moins que les choses évoluent, on sera tous ensemble en face de Gérald Darmanin le 27 octobre. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière à ça. On est quand même globalement d'accord sur un certain nombre de sujets essentiels, et en tout cas tous ceux qui seront abordés au début des discussions. Ensuite, on a des nuances.
bien évidemment, entre les uns, entre les autres, et c'est normal, hein, c'est la vie démocratique, mais ces nuances, on est capable de les gérer dans le temps, et on est capable, le 27 octobre, à mon sens, d'avoir une position unie et unique des non-indépendantistes. Calédonie Ensemble avait réclamé des bilatérales par groupe politique au Congrès. Ils n'ont pas été entendus manifestement. Écoutez, encore une fois, on verra comment les choses se terminent le 27 octobre. Pour l'instant, ce que j'ai compris, c'est qu'on serait reçus tous ensemble. Après, chacun fera part pendant cette réunion bilatérale de son point de vue. Mais l'idée, moi, ce que j'ai proposé aux uns et aux autres, c'est qu'on se retrouve en amont pour évoquer ce qu'on dit et ce qu'on dit pas. L'idée étant qu'on est quand même d'accord sur 80 ou 90% des choses entre nous, qu'on laisse pour l'instant les 10 ou 20% de côté. On aura quelques mois de discussion entre indépendantistes, État et loyalistes pour les aborder. Je pense qu'il sera temps de les aborder. On a quand même un certain nombre de fondamentaux sur lesquels on est tous d'accord et qu'on peut, à mon sens, aborder sereinement le 27 octobre prochain. Le 27 octobre, avec Gérald Darmanin, hein, dites-vous. C'est lui qui a invité les différents groupes politiques. C'est par ailleurs votre ministre de tutelle. Hein. Vous êtes en charge de la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur. Alors, quelle va être votre place dans ces discussions et à quel titre est-ce que vous allez y participer, vous ? Alors, les choses sont très claires. J'y participe en tant que loyaliste et en tant que présidente de la province Sud. L'État... Vous oubliez votre casquette ministérielle complètement, puisqu'en fait, le secteur, enfin le portefeuille que j'ai au sein du gouvernement de la République ne concerne pas la Nouvelle-Calédonie. Je m'occupe de problématiques qui sont assez peu présentes finalement en Nouvelle-Calédonie, même si évidemment il y a des gens qui acquièrent la nationalité française aussi en Nouvelle-Calédonie, mais on a pas les mêmes problèmes d'immigration, on n'a pas les mêmes problèmes de laïcité, de radicalisation en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. Donc très clairement, les dossiers que j'aborde avec Gérald Darmanin dans le cadre de mon portefeuille ministériel ne sont pas des dossiers calédoniens. Et donc vous participerez aux discussions comme présidente de la province Sud, représentante des loyalistes En fait, on est tous nommés à des titres particuliers. Donc, on a les présidences d'institutions, on a le groupe, on a les parlementaires, on a les signataires, on a les... Mais au final, je pense qu'on va avoir, peu importe ce qu'on représente autour de la table, on va avoir une délégation loyaliste, une délégation indépendantiste. Moi, je serai effectivement dans la délégation loyaliste avec Nicolas Metzdorf, avec Gilles Brial, avec un certain nombre de gens qui seront autour de la table. Et étant donné votre position quand même un peu particulière, quelle va être votre marge de manœuvre vis-à-vis de l'État? Si dans les discussions on s'aperçoit que l'État a une vision très précise sur l'avenir qui correspond peut-être pas forcément à celle que vous avez, à celle que les loyalistes s'en chargent, est-ce que vous aurez une liberté de ton, une marge de manœuvre suffisante pour exprimer en tout cas votre désaccord? Oui, je pense que tout le monde a bien compris aujourd'hui que quand j'étais autour de la table pour la Calédonie, j'étais autour de la table pour représenter les Calédoniens. Donc oui, et si à un moment donné les choses venaient à être intenables parce qu'un désaccord trop important entre la position des Calédoniens qui veulent rester dans la France et l'État, je quitterais mes fonctions de secrétaire d'État, et j'ai été en ça très clair avec et le président de la République et mon ministre de tutelle. Mais on n'en est pas là d'ores et déjà. Vous savez un peu ce que... C'est une question qui revient souvent en Calédonie. Que veut l'État pour la Nouvelle-Calédonie? En dehors de ces discussions qui vont être organisées donc d'ici une quinzaine de jours maintenant, est-ce qu'il a déjà une vision précise des choses ou est-ce qu'il attend que les différents partenaires l'expriment? Il y a plusieurs niveaux. En fait, le président de la République a une vision très claire du cadre qu'il veut donner à la Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens se sont exprimés 3 fois pour rester français. Le président de la République s'est exprimé le 12 décembre au soir pour dire que c'était une chance pour la France et pour la Nouvelle-Calédonie que les Calédoniens aient fait ce choix. Il sait l'enjeu géostratégique de la place de la Nouvelle-Calédonie par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Il a une vision très particulière de l'axe Indo-Pacifique avec une place importante de la Nouvelle-Calédonie dans cet axe. Il sait également qu'il doit y avoir une modification constitutionnelle pour inscrire la Nouvelle-Calédonie dans la Constitution, donc dans la République de manière définitive. À l'intérieur de ce cadre-là, je pense qu'il est très ouvert parce qu'il est conscient et il laisse aussi aux Calédoniens la possibilité de choisir leur propre organisation. On a aujourd'hui une autonomie et des différences majeures avec les collectivités de métropole, avec la métropole en général. Moi, je m'en rends compte de plus en plus en étant souvent à Paris. On ne vit pas de la même manière, on n'a pas les mêmes exigences. Et donc, à l'intérieur de ce cadre
constitutionnelle qui doit nous permettre de nous maintenir dans la République. Et on a beaucoup de marge de manœuvre. Jean-François Carenco a parlé de symboles de souveraineté. Peu importe comment. Mais en tout cas, il y a des choses en Nouvelle-Calédonie qu'on peut faire à l'intérieur de ce cadre constitutionnel qui maintient la Calédonie dans la République française. On a déjà beaucoup d'autonomie et on peut faire beaucoup de choses en toute liberté. Vous faites référence au président de la République, il suit le dossier, c'est lui qui s'en occupe. Jean-François Carenco est venu, Gérald Darmanin invite au bilatéral, Elisabeth Borne à la convention des partenaires. Tout le monde se mêle un peu du dossier ou la colonne vertébrale, la ligne directrice, c'est le président de la République. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors d'abord, le président de la République s'intéresse, lui, à titre personnel, énormément à la Nouvelle-Calédonie. Des fois, trop pour certains, parce que effectivement, on a vu les résultats dans d'autres outre-mer, mais très clairement, la Calédonie, c'est lui qui prend le dossier. Il a fait un conseil de défense et de sécurité nationale sur la Nouvelle-Calédonie il y a quelques semaines. Il prend les décisions au final, lui. Mais vous imaginez bien qu'en ce moment, et vu les problèmes qu'il y a au niveau de la France, il a 2-3 autres petits dossiers. Mais je l'ai eu au téléphone avant de partir. Il m'a demandé de le tenir au courant de l'ambiance et de ce que je ressentais sur le territoire. Je lui ai fait un message auquel il m'a répondu encore aujourd'hui. Il suit de très près, mais c'est pas lui qui va gérer les discussions. C'est pas lui qui va gérer nos mamailles internes pour arriver à un accord. Ce sera bien évidemment et la Première ministre et Gérald Darmanin et Jean-François Carenco. Et je pense qu'on a quand même la chance d'avoir de plus en plus, c'est aussi peut-être le fait d'avoir aujourd'hui quelqu'un dans le gouvernement qui connaît bien la Nouvelle-Calédonie. On a la chance d'avoir beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet, et dans le gouvernement, et chez les parlementaires. Je pense et j'espère que ça ira dans le bon sens. Pour en revenir à la Calédonie proprement dite, hier, 4 personnalités, Thierry Santa, Pascal Vittori, Alain Descombelles et Pascal Lafleur, ont présenté ensemble une démarche et un projet de société commun. Vous êtes en contact avec eux, vous adhérez à cette démarche, vous parlez ou vous travaillez ensemble ? Oui, j'ai vu Thierry Santa avant-hier, donc la veille de la conférence de presse. J'ai vu Virginie Ruffnac également ces derniers jours. Ce que j'ai dit à Thierry Santa, je le dis ici, c'est quand on veut essayer de trouver des solutions ensemble, on ne le fait pas par conférence de presse. Donc je l'ai dit, je regrette que dès l'instant où on pose publiquement les choses avant de se mettre d'accord, on se retrouve dans des situations moins confortables, mais ça n'enlève rien au fait que il y a pas de dans le projet, il y a quand même beaucoup excusez-moi du terme, de vérité vraie. Hein. Oui, on veut tous, oui, on a dit 3 fois non, donc on veut tous rester dans la France. Oui, on veut tous réouvrir le corps électoral. Oui, on considère que les institutions fonctionnent pas bien, mais ils disent que les institutions fonctionnent pas bien, mais j'ai pas vu beaucoup de modifications dans les institutions. Donc je crois qu'on est quand même d'accord globalement sur l'essentiel et qu'il n'y a pas de choses disruptives dans ce qui est proposé. Donc je crois dans le fait que c'est une porte ouverte à ce qu'on continue à travailler ensemble. J'ai proposé à Thierry Santa et à Virginie Ruffnac qu'on travaille ensemble d'ici au 27. On aura une réunion à Paris le 26 pour finaliser nos prises de position communes, pour qu'à la bilatérale du 27, on puisse avoir des positions communes. J'en fais la même proposition également à Calédonie Ensemble, de manière à ce qu'on ait autour de la table et qu'on tienne des positions communes en face du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Ça avance un peu tout ce travail, on en avait parlé pendant la campagne législative notamment, de la nécessité de porter un projet commun des partenaires du maintien dans la France. Vous avez progressé les uns et les autres. Il commence à se dessiner quelques lignes sur les futures institutions qui pourraient être proposées aux Calédoniens ? Oui, alors oui et non, dans le sens où il y a des vrais points d'accord sur le corps électoral, sur ce que j'appelle la clause de revoyure, c'est-à-dire le fait le droit à l'autodétermination, le fait de savoir quand on repose la question, si on repose la question et comment on la pose, de savoir si on veut être indépendant ou pas, parce qu'on ne va pas demander aux Calédoniens tous les matins s'ils veulent être indépendants ou pas. On voit bien l'instabilité dans laquelle ça met les Calédoniens, l'économie, etc. On est d'accord sur le fait qu'on ne peut pas continuer avec une clé de répartition qui appauvrit une partie de la population, et en particulier la province sud. On ne peut pas continuer avec une situation où un électeur de la province nord ou de la province des îles pèse une fois et demie, 2 fois, 3 fois plus qu'un électeur de la province sud.
on est d'accord sur tous ces postulats de base-là. Ensuite, vous le savez, moi je considère que on a des réalités différentes selon qu'on se situe en province sud, en province nord et en province des îles, et que donc il faut se baser sur cette réalité et donc donner des compétences importantes aux provinces, en particulier la compétence fiscale, parce que on peut avoir des politiques économiques à mener qui sont faites sur la base du levier fiscal, mais pas que. D'autres défendent une centralisation plus importante. C'est là-dessus qu'à la fin nos différences, nos nuances se font, mais globalement quand même sur ça va arriver à la fin. Savoir si à la fin telle compétence est à telle collectivité ou pas, ça va arriver tard dans les discussions. On a quand même un certain nombre de points sur lesquels on est en désaccord fort avec les indépendantistes et pour lesquels on a besoin d'avoir une position forte et commune des loyalistes. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez de ces discussions organisées là, le 27 et 28 octobre? Est-ce que d'abord c'est un bon calendrier? On les attendait depuis un moment, mais est-ce que maintenant le calendrier est bon et est-ce que le format est bon? Il a surpris un peu une journée bilatérale, une journée de convention des partenaires. C'est pas un comité des signataires, quoi. C'est vraiment un format qu'on connaît pas encore vraiment. Oui, alors d'abord sur le timing, évidemment, on aurait tous aimé que ça commence plus tôt, mais vous savez, je crois que quand même, on se connaît suffisamment les uns et les autres pour savoir ce qu'on a dans la tête et ce qu'on veut. Donc finalement, je vais vous dire une chose, c'est qu'on ait 15 jours ou un an pour discuter, en réalité c'est pareil, parce que la solution, on la trouvera à 2 heures du matin, la veille du dernier jour. Donc comme ça s'est fait à chaque fois. Donc je ne crois pas qu'on soit limité, enfin que le fait de limiter le temps soit un vrai problème. Après, sur la question du format, mais par contre, juste pour finir sur la question du timing, il y a une échéance absolument indispensable, c'est celle des élections provinciales. C'est-à-dire que les élections provinciales de mai 2024 ne peuvent pas se tenir sans modification de la Constitution parce que le corps électoral n'est plus valide et que donc on ne peut pas tenir les élections sans avoir modifié la Constitution. Mais on envisage déjà, on parlait éventuellement d'un prolongement du Non, mandat, mais ça se c'est passe pas envisageable comme ou ça, pas? hein. C'est-à-dire que la durée du mandat provincial, c'est une durée de 5 ans qui est constitutionnelle. Donc, on ne modifie pas des dates d'élection d'un claquement de doigts. C'est le Conseil constitutionnel qui donne un avis, et le Conseil constitutionnel, sans présager de ce qu'il dira, accepterait éventuellement de les décaler à condition que, d'abord, que ce soit pas très longtemps, et qu'à condition qu'il y ait une preuve que la situation avance bien et qu'on est en train de trouver des solutions. Donc il ne s'agit pas de dire, bah non, mais on repousse. Moi, je suis très contente d'être présidente de la province sud, mais enfin bon, j'ai pas l'intention d'y rester 10 ans parce qu'on n'a pas trouvé de solution. Donc en termes de timing, on a cette échéance majeure qui est celle de mai 2024, avec la nécessité que la Constitution soit modifiée à peu près 6 mois avant. Donc ça veut dire que fin 2023, on doit quand même avoir avancé largement sur le sujet. Ensuite, la question du format. On est très très nombreux à Paris sur cette convention du 28, puisqu'on a la société civile, une grande partie des responsables politiques calédoniens. Il faut bien comprendre que je pense que plus on est nombreux à la fin, finalement, à se mettre d'accord, et plus cet accord est valide. Mais évidemment, on ne va pas discuter du corps électoral ou de sujets extrêmement conflictuels à 45. Ça ne marchera pas. Donc il y aura au milieu, entre aujourd'hui et puis l'accord qu'on aura trouvé tous ensemble, parce que je suis convaincue qu'il y en aura des jalons et des sous-groupes qui travailleront sur les différentes problématiques, parce qu'on ne va pas régler les problématiques à 45. Mais ce format-là, il a du sens parce qu'évidemment, plus on partage nombreux une solution, et plus la population et mieux la population y adhérera. Mais là, fin octobre, ça va être essentiellement pour fixer les modalités, le calendrier, la méthode de travail. Ou est-ce qu'il va déjà y avoir des discussions sur le fond? Non, je crois pas que... Encore une fois, je ne suis pas dans la tête de ceux qui animeront cette réunion, mais le courrier qu'on a reçu de la Première ministre, effectivement, parle des modalités, du calendrier, des thématiques. Donc l'idée, c'est un démarrage, on se reparle, qui va donner lieu à des sous-groupes qui vont travailler pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et sans doute, je suppose, des jalons où on se retrouvera tous ensemble pour faire le point sur les avancées et pour arriver à la fin de l'histoire avec un accord global de l'ensemble de ce qu'on appelle les partenaires. Pourquoi les partenaires? Parce que l'accord de Nouméa dit qu'une fois qu'on a dit 3 fois non, les partenaires se retrouvent pour discuter de la situation ainsi créée. Donc on est bien dans les partenaires qui vont discuter de la situation ainsi créée. Alors, par ailleurs, Sonia Backès, on y a déjà fait allusion, vous êtes secrétaire d'État en charge de la citoyenneté.
Comment est-ce que vous exercez cette mission? Quels sont les dossiers dont vous vous occupez? Vous le disiez, ça n'a plus aucun rapport avec la situation calédonienne, ni avec les dossiers calédoniens. Non, ça C'est très effectivement, spécifique, c'est quand très même. spécifique et puis c'est des sujets pour tout vous dire, je connaissais peu puisqu'on est assez peu concerné, et tant mieux, par les problématiques de radicalisation, on est assez peu concerné par les problématiques d'immigration en Nouvelle-Calédonie, on est assez peu concerné par les problématiques de laïcité, donc c'est tout ça que j'ai à traiter dans le portefeuille que j'ai à Paris. Il y a un gros problème en métropole en ce moment de laïcité, notamment à l'école, où il y a les réseaux sociaux qui favorisent, qui poussent, qui font du prosélytisme pour encourager les jeunes, en particulier les jeunes filles, à mettre des tenues à caractère religieux pour marquer leur séparatisme par rapport aux règles de la République. Parce que la réalité, c'est ça, c'est comment on tense, comment on va secouer les règles qui sont fixées par la loi de 2004, notamment sur la laïcité. Et alors, comment est-ce que vous êtes mise dans tous ces dossiers? Vous les découvrez un peu? Vous êtes entouré de spécialistes? Vous réagissez avec vos convictions personnelles? Parce qu'on sait que vous avez donné un certain nombre d'interviews, vous êtes allé sur le terrain, vous avez tenu un certain nombre de réunions. Vous appréhendez comment ces sujets? Comme je le fais sur les sujets calédoniens, hein, je ne savais pas comment le barrage de l'usine du Sud était constitué avant de m'en occuper. Donc c'est finalement la même chose, mais je le fais avec un regard très particulier. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que le président de la République m'a nommé là. C'est cet attachement particulier que j'ai à la République, à la France. Ce que je dis là-bas, c'est qu'on est sans doute plus attaché à la France quand on a eu peur de la perdre. Et je pense que le fait d'avoir vécu ces 3 référendums, d'avoir vécu la menace de perdre la nationalité française, fait que quand je préside une cérémonie d'accès à la nationalité au Panthéon avec une Marseillaise chantée par les chœurs de l'armée française, ça me fait vibrer. Et c'est la réalité de ce que je porte là-bas. Et je pense qu'il y a quand même, en France, en métropole en particulier, on a réussi à faire de la jeune génération des défenseurs de la planète. On en a réussi à faire des militants et écologistes, et tant mieux, parce qu'ils défendent l'environnement, ils défendent la planète. Mais on a perdu un peu, sans doute, du patriotisme qui fait, par exemple, que le peuple ukrainien a été capable de se mobiliser quand il a été mis en danger. On appelle ça la résilience. La résilience, c'est la résistance au choc. Et donc, je pense que la France a besoin de se recréer un patriotisme fort pour créer cette résilience. Et j'espère, à mon tout petit niveau, parce que je ne sais pas si je pourrais faire grand-chose, mais essayer d'apporter ce qui manque de citoyenneté là-bas. C'est un rythme très lourd, ne serait-ce que là, on le voit, vous êtes rentré il y a quelques jours, vous repartez dans quelques jours. En métropole, vous avez aussi un emploi du temps extrêmement chargé, vous arrivez à tout gérer. On va vous poser la question jusqu'à la fin de votre mandat, je pense. Pour l'instant, oui. Quand j'y arriverai plus, je ferai le choix de rentrer. Pour l'instant, oui. Honnêtement, j'ai une très bonne équipe à la province qui la gère quand je suis pas là. Je fais aussi beaucoup de choses à distance, le décalage horaire aidant à faire des réunions à des heures où l'activité gouvernementale parisienne n'a pas commencé. Honnêtement, pour l'instant, c'est parfaitement gérable. Ma famille est ici, c'est sans doute le plus compliqué parce que j'ai quand même besoin de les voir régulièrement. Donc je rentre là, je rentre cette semaine, je reviens le mois prochain pour un peu plus longtemps. Bon, voilà, je vais essayer de gérer ça au moins le temps que les discussions calédoniennes avancent. Et l'ambiance au sein du gouvernement national, dans cette période un peu tendue, on voit ça d'ici tout de même, on parlait des énormes dossiers auxquels est confronté l'exécutif aujourd'hui. Ça se passe comment? Vous parlez, vous êtes informé de tous les grands dossiers qui sont actuellement traités et gérés au plus haut niveau de l'État? Oui, globalement, on a quand même pas mal de circuits de communication entre nous. On a des séminaires gouvernementaux toutes les 2 semaines autour de la Première ministre. On a des conseils des ministres. Donc, on a quand même tout un tas d'espaces dans lesquels on partage toutes les problématiques. Globalement, on est dans une situation où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Donc, on est obligé, et au niveau de la majorité parlementaire et au niveau du gouvernement, de faire preuve d'une grande solidarité. Et l'ambiance est bonne? L'ambiance est bonne. Ouais. Sonia Backès, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, présidente de la province Sud. Merci d'accepter notre invitation.
La fin de ce magazine Transparence, un magazine qui sera rediffusé dimanche soir juste après votre édition de 17h45. Dans un instant, il sera disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Excellent après-midi à tous. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.